Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que alors oui, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, mais j'ai avec moi un invité et ce n'est pas n'importe lequel, je vais tout de suite te le présenter. Aujourd'hui, j'ai avec moi Julien Guenia qui a fondé le blog Organisologie. Ouais, ça te paraît un peu bizarre parce que Julien, tu sais ce qu'il a fait? Il a carrément créé une discipline. Je me rappelle quand je m'intéressais à l'organisation à mes tout débuts, je suis tombée sur son blog et il se présentait comme étant organisologue. Et moi, j'étais en mode waouh, trop bien trouvé. Et sa mission à Julien, du coup, c'est d'aider les personnes du coup qui consultent ses contenus à gagner du temps et à prospérer dans un monde distrayant à travers du contenu, des formations, des livres, etc. Je t'en dirai plus. D'ailleurs, Julien a publié 3 livres, dont 2 aux éditions Duno, 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Il y a 2 éditions. Et son dernier livre est un livre qu'il a publié en auto-édition en octobre 2022 qui s'appelle En finir avec l'infobésité. Et on va justement en parler aujourd'hui puisque c'est le sujet du podcast. Et je rajoute une petite information, Julien est fraîchement papa. Ça nous fait donc un point en commun et tu verras, on va un peu en parler également dans cet épisode. Est-ce que je t'ai bien présenté, Julien? Je te passe C'est la g- parole. C'était génial, Marielle. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à vous qui nous écoutez. Euh, Félicitations d'avoir pu prononcer organisologie sans fourcher, parce que même moi, des fois, je fourche, c'est un long nom. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'être là, de pouvoir discuter de sujets qui nous passionnent les deux. Et puis rentrons dans le vif du sujet. Ok, mais tu verras qu'on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet Ok. parce que je voulais encore t'encenser, enfin pas t'encenser, mais c'est vraiment un honneur vraiment pour moi de t'avoir parce que comme je le disais, je t'ai connue à mes tout débuts et je suis vraiment une fan de ce que tu peux proposer, c'est-à-dire que tu écris des articles de blog. Pour moi, tu écris les meilleurs articles de blog du milieu. Je vais être honnête dans le sens où tu vas jamais en surface, quoi. Tu y vas à fond. Tes petites illustrations, mais je suis trop fan. Et tu vois, regarde, j'ai même ramené une preuve. C'est le premier Génial. livre, le, Génial. le premier livre d'un auteur français que j'ai acheté sur l'organisation, c'était toi, tu vois, la première Génial. édition. Je suis Donc, super touché. donc Merci vraiment, beaucoup. je te remercie pour tes travaux dans ce domaine qui nous passionne tous les deux, tu vois. Tu fais un super boulot et je voulais encore en rajouter une couche. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, toi qui écoutes cet épisode de podcast, on va parler d'infobésité, mais c'est un sujet que j'ai effectivement déjà abordé plusieurs fois sur le podcast. Je t'invite à écouter, si tu le souhaites, l'épisode 14, donc à mes tout débuts, comment gérer efficacement nos flux d'informations, et l'épisode 118, 4 principes pour mieux gérer l'information que l'on reçoit. C'est donc un sujet d'actualité et aujourd'hui, je vais interviewer Julien parce qu'il en a même fait un livre. Et donc, justement, ça m'amène à ma première question. Julien, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un livre sur l'infobésité plutôt qu'un autre sujet, par exemple? Yes. L'infobésité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on écrit un livre sur un sujet? Je pense que c'est qu'on est curieux, on a nos intérêts qui nous appellent dans cette direction. Et moi, je me souviens en ayant écrit les 2 premiers livres pour les maisons, pour la maison d'édition Duno, en faisant mes recherches, je suis quand même tombé sur ce sujet assez régulièrement, tu sais, dans le monde de l'organisation, de la productivité. Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière des outils numériques, et donc forcément, les outils numériques, c'est génial, mais ça a aussi des conséquences néfastes pour l'utilisateur. Et l'une de ces conséquences néfastes, c'est la transition de l'information, elle est accélérée par rapport au papier, et donc forcément, tu as beaucoup plus d'informations qui se déversent entre tes neurones. Et donc, forcément, moi, ça m'a intéressé parce que j'étais aussi une victime, tu vois, parce que Hmm. j'étais aussi un créateur de contenu, et puis parce que je voyais je voyais toute cette information sur les réseaux sociaux, toute cette information qui est constamment à notre portée, à un clic, entre guillemets. Et je me suis dit, bon, en fait, comment faire pour faire en sorte que l'information me soit vraiment utile
Et donc, cette question-là, comment faire pour que l'information me soit utile? Elle semble simple en apparence, elle est facile à formuler, mais quand on creuse, on se dit: «OK, comment faire pour que l'information soit utile?» Alors déjà, c'est quoi, être utile? C'est quoi une information pertinente? Mmh. Comment séparer l'information pertinente d'information qui ne l'est pas? Hem, enfin voilà, c'est un sujet complexe, mais que je trouve fascinant parce que justement il est complexe. Il y a peu de personnes qui l'ont abordé sur le milieu francophone. Il y a une autre femme, qui a écrit un livre sur l'infobésité. Je te donnerai le la référence parce qu'en fait, j'arrive jamais à prononcer son nom. Ça Puis marche. je l'avais une fois, j'avais discuté avec elle et puis elle me l'avait dit et puis voilà. Mais voilà et donc c'est un sujet complexe et que je trouve beau, qui est intéressant parce qu'il nous touche tous, je pense, d'une manière ou une autre, que ce soit via les news, via les réseaux sociaux, mais aussi via nos propres comportements et c'est quelque chose que j'essaye de partager dans mon livre. L'infobésité, c'est quelque chose évidemment, externe à nous, mais aussi que on a une part de responsabilité. Typiquement, si on gère mal nos factures, bon, ben, on va recevoir de l'information qu'on n'aurait pas reçue, tu vois? Mmh. Et j'aime bien aussi, souligner ça dans mon bouquin parce que justement les gens pensent souvent que l'infobésité est uniquement associée aux news, alors pour moi ce n'est pas le cas. Il y a Mmh. vraiment, ça dépasse les news et les réseaux sociaux. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était suivre mes intérêts et surtout, trouver des solutions à mes propres problèmes parce que le flux d'informations, me posait des problèmes. Mmh. Ça marche, c'est très clair pour moi et justement, peut-être que des personnes qui écoutent cet épisode de podcast n'ont pas l'impression justement de subir, tu sais, bah, l'infobésité. Mmh mh. Je sais que quand j'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet, c'était une révélation pour beaucoup Mmh. parce que c'est assez, subtil finalement, parce que c'est notre quotidien aujourd'hui et justement, si on veut se poser des questions sur l'infobésité, est-ce que j'en suis victime? Est-ce que je suis Mmh. infobèse? Tu Mmh. vois? Quels seraient les, Mais quels c'est très bien, c'est un seraient, terme que j'utilise aussi dans mon bouquin, je trouve très, très chouette, le terme infobèse. du coup, quels seraient les principaux défis, les obstacles, les symptômes? Je sais pas comment trop formuler ça, Mmh. mais, j'espère que je suis claire pour toi, tu vois? Oui, les symptômes, quoi. Voilà, qu'on pourrait définir pour essayer de s'identifier, voir si on a «ce trouble» entre guillemets. Désolée Mmh. pour le terme un peu très négatif, mais, vous comprenez. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Tu sais, ça me fait penser à ces personnes qui ont une certaine alimentation qui n'est pas forcément la plus adaptée pour eux et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme infobésité. L'infobésité, c'est tu sais, quand tu crées un livre, tu dis: «Bon, le titre, c'est quand même, important» et donc le mot infobésité, il est bien visible dans mon livre, tu vois? En finir avec l'infobésité, mais c'est pas un beau mot. Par contre, c'est un mot qui en dit long et qui donne déjà un début de solution Mmh. et je trouve que le parallèle avec l'alimentation est excellent parce que certaines personnes ont un certain type d'alimentation, pas parce qu'ils ont décidé d'avoir ce type d'alimentation, mais parce qu'ils ont commencé à avoir ce type d'alimentation. Tu sais, on parlait, bah, on est les 2 jeunes parents et donc forcément, nous, on a une grande influence sur nos enfants et via nos comportements et donc forcément, nos enfants, ils vont grandir avec, certaines choses qu'ils vont jamais remettre en question, tu vois? Tu débutes dans la vie, bon voilà, mais tu remets jamais en cause certaines choses Mmh. et je pense que l'information, certaines personnes baignent dans l'information parce qu'elles ont toujours baigné dans l'information. Elles ont toujours regardé les news parce que leurs parents regardaient les news. Alors peut-être que le format a changé. Avant, c'était à la TV, maintenant c'est YouTube. Avant, c'était les news, le journal. Maintenant, c'est peut-être les news, sur le smartphone. Mais elles ont toujours baigné dans ce flux d'informations sans forcément se dire: «OK, mais ça ferait quoi une vie si une vie déconnectée, une vie sans information, une vie sans news», tu vois? Une vie sans réseaux sociaux, une vie, où je fais peut-être je lis peut-être que des livres, tu vois? C'est peut-être ma seule source d'information. Et pour revenir sur l'alimentation, ben, je pense qu'il y a des personnes qui se disent: «Waouh, j'ai tout d'un coup beaucoup plus d'énergie si j'arrête de manger, je sais pas, des croissants, si j'arrête de manger des aliments transformés, si j'arrête de manger des pizzas, tout d'un coup je me sens beaucoup mieux, j'ai tout d'un coup beaucoup plus de clarté, je me sens mieux dans mon corps, je dors mieux» et cetera, tu vois? Hem et donc je pense que la meilleure, des manières de savoir si tu es infobèse, c'est de faire une pause. Tu vois? De faire, une petite diète des réseaux sociaux, une petite diète, des news. Par contre, ça sera pas chouette, ça sera pas confortable parce qu'au début, ben, il y a un vide à combler, tu vois? Mmh. Souvent, pas mal de gens vont, pour briser la moindre seconde ou s'échapper à la moindre seconde d'ennui, les personnes vont consulter leur WhatsApp, leur Telegram, leurs news, leurs réseaux sociaux favoris, tu vois? Et donc forcément, au début, c'est pas, les premiers jours, c'est pas agréable, tu vois?
Quand tu as l'habitude de manger des pizzas, les premiers jours, Mmh. manger des brocolis ou des choses plus saines, c'est pas forcément agréable. Donc, il y a une petite phase de transition. Donc, le parallèle avec l'alimentation est très intéressant. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent, OK, mais moi, j'ai pas envie de faire un test pour savoir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des symptômes plus clairs? Donc, pour moi, l'un des symptômes les plus intéressants de l'infobésité, c'est le suivant. C'est vous consommez de l'information en grande quantité, mais votre quotidien ne s'améliore pas. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, mais votre quotidien ne progresse pas. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'un des signes les plus flagrants. Il y a d'autres signes, mais le problème, c'est que ces autres signes ne sont pas forcément provoqués par l'infobésité. Tu vois, il y a l'anxiété. Bon, l'anxiété, parce que évidemment, quand tu t'exposes de manière incessante aux news sur lesquelles tu as zéro contrôle, mais qui te font flipper, tu vois, Poutine avec ses missiles, machin, etc. En fait, forcément, au bout d'un moment, on est ce que l'on mange, mais nos pensées se transforment avec ce que l'on consomme comme contenu, tu vois. Mmh. Et donc, forcément, il y a l'anxiété, il y a la paralysie décisionnelle. J'ai vu que tu avais traité de la Mmh. fatigue décisionnelle, hein. Mmh. Mais en gros, tu consommes tellement d'informations en pensant que plus tu consommes d'informations, plus ta décision, tes actions seront appropriées, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, il y a un moment donné, dépasser un certain seuil, trop d'informations te fait douter, te fait paralyser. Donc, et c'est ça, hein, l'infobésité, j'aurais peut-être dû commencer par la définition. C'est un concept qui désigne une surcharge d'informations qui nuit à l'utilisateur, donc à la personne qui est sous ce flux d'informations, mais aussi à la tâche. Donc Mmh. l'utilisateur, il a des trous de mémoire, il est anxieux, il n'arrive plus à dormir, il a des pensées incessantes alors qu'il aimerait se concentrer. Il aimerait suivre une tactique marketing ou une stratégie marketing, mais il y a tellement d'autres choses qui semblent intéressantes qu'il n'en suit aucune. Donc, c'est un problème pour ses objectifs, pour ses projets, pour ses tâches. Il ne sait plus par où commencer ses journées. Donc voilà. Très intéressant. Et tu vois, je veux rebondir sur la partie où tu disais, moi, c'est un truc qui me stresse sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de justement encadrer ça. C'est Ouais. que justement, ça me stresse de ne pas savoir ce sur quoi je vais tomber. Tu vois, Ouais. typiquement, les stories, c'est un truc qui me rend anxieuse parce que si tu visualises des stories, Mhm. alors tu te diras que c'est la vie des gens et que tu vas tomber, enfin, que il n'y a rien qui va te frustrer. Et pourtant, des fois, je tombe sur des stories qui me renvoient des messages que je ne voulais pas voir ou Ouais, des ouais. choses qui me rendent désagréable. Pareil pour les fils d'actualité. Et ce truc-là, je pense que c'est ce qui m'a fait réaliser aussi que j'étais pas à l'aise avec la consommation de contenu non maîtrisé. Tu Mhm. vois, j'ai eu ce déclic et j'ai décidé de vraiment maîtriser toutes les sources d'entrée, en tout cas le plus possible, tu vois. Ouais, ouais. Donc, m'abonner uniquement à des comptes qui me semblaient pertinents, tu vois. Mhm. Travailler le point d'entrée pour être Mhm. au moins sûr de maîtriser le type de contenu que je consomme, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'était très intéressant. Enfin, Je pense que c'est un bon point que tu donnes là. Je pense que c'est très important. Moi, tu sais, les réseaux sociaux me font souffrir. C'est pour ça que j'y passe très peu de temps, tu vois. on en parlera Et- tout à l'heure. Ouais, 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 ok, ça marche. On en parlera tout à l'heure parce que ça m'intéresse aussi ton approche des réseaux sociaux. Et le pire, c'est que moi aussi, on va avoir un échange là-dessus de toute façon, mais tu verras que je pense que je suis quand même du même avis que toi, mais j'ai encore un petit challenge en moi Mhm. qui fait que j'y suis et que j'y Mhm, trouve aussi mhm. mon compte, donc on en Ouais, bien parlera. sûr. Mais ce que j'ai apprécié aussi, et tu vois, j'avais jamais abordé le sujet de cette façon, mais et c'est ce que je retiens aussi enfin du symptôme, c'est que tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes, mais tu n'es à aucun moment transformé. Alors bien sûr, pour tout ce qui est actualité, tu vas pas avoir une transformation, mais aujourd'hui, on consomme beaucoup de contenu sur le développement personnel, l'efficacité. Bah, d'ailleurs, Ouais, si c'est tu clair. écoutes cet épisode de podcast, c'est que tu veux t'améliorer. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent, mais j'ai écouté tous tes épisodes de podcast. Mhm. Ok, And d'accord. now, c'est quoi l'étape? C'est quoi la transformation? Exactement. Et ça me frustre tellement, tu Mhm. vois. Et j'ai bien aimé que tu insistes sur ce point, tu vois. Et bah, ça va m'amener à une autre question, c'est que maintenant qu'on a dit un peu les symptômes, tu vois, Mhm. avant d'aller un peu plus loin, justement, si tu devais partager 4 conseils, enfin, je t'en dis 4, mais si tu veux en donner moins ou plus, Ouais, t'inquiète, hein. ouais. Mais 4 conseils pratiques, tu vois, pour dès aujourd'hui commencer, tu sais, à reprendre le contrôle sur sa vie numérique. Parce que là, on parle beaucoup de digital, tu vois. Ouais. Comment tu conseillerais de procéder? Ouais.
Mais ouais, c'est bien qu'on parle du numérique parce que finalement, l'infobésité existait déjà avant, hein. Mm. Sénèque, le philosophe stoïcien, était aussi un banquier à l'époque. Alors, c'est pas le terme banquier, mais c'était un des hommes les plus riches du royaume, enfin de l'Empire de Rome. Euh, il disait qu'une vie entière ne nous sera pas suffisante pour lire les titres des livres présents dans une bibliothèque, dans les bibliothèques. Donc Mm. déjà à l'époque, il y avait cette notion de surcharge d'informations. Et au moment où j'avais écrit le livre, je m'étais dit, OK, c'est quoi la situation actuelle? Et j'étais arrivé sur des chiffres fous. Alors, c'est facile à trouver les chiffres fous, mais en gros, chaque fois que tu passes du temps sur YouTube, enfin, chaque heure sur YouTube, 30 000 heures de vidéos sont téléchargées. Waouh. Voilà. Donc, en gros, j'avais fait le calcul. euh, en une heure, en un jour, il faudrait une vie entière pour consommer tout le contenu qui a été mis sur YouTube. Eh, mais c'est déroutant cette Ouais, c'est statistique. déroutant. Après, des statistiques comme euh, ça va faire que d'accélérer parce que tu as l'intelligence artificielle maintenant où tu crées du contenu en pressant sur un bouton. Enfin, un contenu de Mm. mauvaise qualité, quoi. Mais Mm. le contenu va s'améliorer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mm. Euh, donc, je pense que la première chose à réaliser pour les gens qui nous écoutent, c'est que de toute façon, tu vas manquer une information qui est pertinente. De toute Ouais. façon. Voilà. De toute façon. De toute façon, pendant que vous écoutez ce podcast, il y a un endroit, un type qui est bien meilleur que nous, qui est en train de créer un truc bien plus pertinent pour vous. Par contre, ce qui est problématique, c'est les efforts qui sont requis pour trouver cette information. Et sur le chemin pour arriver à une information très pertinente, vous allez trouver beaucoup d'autres informations qui sont stressantes, qui sont fausses, qui sont mensongères. Et donc, il y a un prix à payer à trouver la bonne information pertinente. Donc ça, c'est le premier truc, juste un petit recadrage Mm. pour les gens qui nous écoutent. Ensuite, un deuxième, donc ça, c'est le premier point, c'est se dire, on va toujours manquer de l'information pertinente. Il y a toujours une information qui est plus pertinente pour nous, mais pour trouver cette information, les coûts sont importants. Voilà. Ok. Le deuxième conseil, c'est toujours se poser la question suivante avant de consommer un contenu, c'est de se dire, pour obtenir quoi, pour accomplir quoi, c'est je crois la question que je mets dans mon livre, pour accomplir quoi vais-je consommer ce contenu? Pour accomplir quoi, est-ce que je vais ouvrir ce magazine? Je vais aller sur les réseaux sociaux. Je vais ouvrir les news. Je vais m'inscrire à cette newsletter. Je vais faire ceci. Pour accomplir quoi? Ça, c'est important parce que ça remet un petit peu tu sais, la pratique délibérée, des actes délibérés, des actes intentionnels dans notre quotidien, parce que nous sommes câblés à aller chercher de l'information. Hein. Dans son livre, le bug humain, Sébastien Boller, qui est un excellent livre, hein, que je vous recommande. Je te donnerai les références si jamais. Mais, donc, dans le bug humain, il dit, voilà, chercher l'information nous donne un avantage compétitif. Quand on est des hommes dans la savane, dans la pampa, et que nous ne sommes pas entourés d'outils ultra connectés comme maintenant. Donc, c'est un Mhm. avantage compétitif, sauf que l'environnement s'est transformé bien plus rapidement que notre organisme, et donc nous ne sommes pas câblés pour faire face à ce flux d'informations. Par contre, nous sommes Mm. toujours autant accros à l'information. Et donc, cette question, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je m'apprête à consommer, est une bonne question. Et vous aurez deux types d'informations, du divertissement. Les news, moi, je les mets dans la catégorie divertissement. Tu vois, de Mm. temps en temps, je vais regarder les news, mais je me dis, bon, bah, ça va me servir à rien. Je vais juste me divertir. Je vais me faire un petit peu peur. Je veux voir un peu des ragots. Mais pourquoi on Voilà. se fait du mal? C'est pas possible. Ouais, c'est humain. C'est humain, je pense. Et puis après, tu as l'autre type, l'autre type d'information qui est justement de l'information pragmatique, je ne sais plus comment, mais utile. Voilà, l'information utile. L'information qui t'aide à résoudre un problème dans ton quotidien. Ou qui t'aide à aller dans un quotidien idéal ou à améliorer ta vie. Donc, résoudre un problème ou améliorer ta vie, en gros, tu vois. Euh, et donc, faire cette différenciation, elle est importante et de se poser cette question, OK, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je vais avoir? Alors, vous n'y arriverez pas tout le temps. Et le but, encore une fois, et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que le but, c'est pas de supprimer à jamais l'infobésité, mais c'est de voir l'infobésité sur un curseur et de se dire, je suis plus ou moins infobèse, parce qu'on est tous infobèses. Moi, quand Poutine il a envahi l'Ukraine, durant une semaine, j'étais tout le temps sur Twitter, sur les news. Et en fait, le but de ce que je propose dans mon livre, c'est pas de vous protéger à jamais de l'infobésité, mais c'est de créer un système qui t'aide à réaliser, OK, là, je suis en train de partir en sucette, je suis en train de consommer beaucoup trop de contenu.
mes nuits se raccourcissent, je suis stressé, je suis anxieux, j'ai des trous de mémoire. Ok, je reviens dans une consommation qui est plus utile pour moi, tu vois. Et je pense que ça, c'est Mm. aussi important pour les gens de comprendre ça, c'est que les outils numériques qu'on utilise sont vraiment là, conçus pour nous distraire, pour nous faire passer beaucoup de temps et c'est très, très difficile d'y résister. Donc, ne vous flagellez pas à l'ortie fraîche, comme j'aime bien le dire, si, Mm. si vous voyez consommer beaucoup de contenu. L'idée, c'est encore une fois de voir l'infobésité sur un curseur. Donc voilà, ça, c'était la question qui m'aide beaucoup. Puis après, c'est un autre point, tu mentionnais des points d'entrée. Je ne sais pas si c'était durant le podcast ou avant, je ne sais plus. Non, c'était bien maintenant. Ouais, ok. Les points d'entrée, je pense que c'est important de les avoir sous contrôle et de faire une liste. Et ça, c'est la première étape que je recommande lorsqu'on veut reprendre le contrôle de son information. Mais faire une liste de nos points d'entrée. Donc, ça peut être la boîte aux lettres, donc point d'entrée physique. Mm. Ça peut être nos différentes adresses email, parce que c'est rare qu'on ait qu'une seule adresse email. Ça peut être WhatsApp, Telegram. Faire une liste de tous les points d'entrée qui se remplissent sans notre accord. Et puis ensuite, de faire une liste, une deuxième catégorie, c'est-à-dire de mettre un petit signe à côté des points d'entrée qui sont problématiques s'ils ne sont pas traités dans la semaine. Mm. Voilà. Et souvent, on se rend compte en faisant cet exercice qu'il y a des points d'entrée qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et donc, commencer par se concentrer sur les points d'entrée qui nous posent problème s'ils ne sont pas traités dans la semaine et ignorer les autres. D'accord. Ok. Je crois que c'était 3 trucs. J'avais Enfin, dit 4. 4, mais Ouais. 3, c'est très bien, hein. Et 4, le quatrième, tu sais, on peut continuer comme ça des heures. Quatrième, c'est utiliser les outils numériques pour vous protéger des outils numériques, c'est-à-dire en installant des applications qui vont limiter l'accès à certains sites. Moi, j'utilise l'application Cold Turkey pour Mm. l'ordinateur et puis OneSec App pour le smartphone. Et en fait, c'est des applications qui vous aident à prendre conscience de l'addiction au numérique parce que l'addiction au numérique et l'infobésité, voilà, ils sont potes les deux. Mm. Ok, Donc, bah merci voilà. pour ces conseils très actionnables, puisque et si on avançait se veut un podcast pratique, parce que nous, ce qu'on veut justement, c'est de la C'est transformation. d'avancer. Donc, si tu écoutes cet épisode de podcast et que tu t'es senti concerné par l'introduction, voilà, à l'infobésité, ben là, tu sais que tu as fait le stock de 4 astuces. Sélectionne peut-être un de ces tips et puis focus-toi là-dessus et puis passe à l'action, quoi, tu vois. Et tu commenceras déjà à t'en libérer aussi en faisant Voilà, ça. c'est ça, c'est ça. Ok, bon, on va continuer hein, parce que ce sujet il est vaste. Je voulais voilà que tu partages des conseils, mais maintenant on va un peu philosopher, tu vois, parce qu'on va C'est ça partir qui est sur. beau. Ouais, j'aime trop. Et justement, tu vois, moi il y a un truc que j'admire chez toi et j'analyse en ce moment les entrepreneurs qui arrivent à vivre de leur activité sans réseaux sociaux parce que Ah ouais, intéressant. je me pose énormément de questions moi sur mon business model, sur mon rapport aux réseaux sociaux. Tu vois, Mhm, actuellement je suis présente sur Instagram. mhm, Donc j'ai une belle petite communauté, tu vois, il y a quand même 9000 abonnés et c'est pas rien, mhm, tu vois, sur les réseaux mhm, sociaux aujourd'hui. J'ai une newsletter et un mhm, podcast. Donc mhm. ce sont mes trois flux d'informations, en tout cas où je crée du contenu. Et aujourd'hui, Instagram, tu vois, je ne m'y retrouve pas parce que voilà, il y a l'algorithme. Tu vois, t'es pas chez toi sur C'est Instagram. clair, c'est clair. Autant toi, quand tu nous envoies tes mails, que je suis également assidûment, tu vois, tu fais partie des seules personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes autorisées à atterrir dans mon adresse, enfin sur mon adresse La email. vraie adresse. Ouais, la vraie adresse, tu vois. Ah, ça me Mais, fait plaisir. mais vraiment, quand je te dis que je suis fan de ton travail, c'est vraiment pas des blagues, hein. J'aime beaucoup Super. tes mails, ils sont très intéressants. Et du coup, tu vois, je m'interroge sur la pertinence pour moi de rester ou pas sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, des fois, je fais des pauses, je reviens, etc. Mais Mhm, je finis par y trouver mon compte parce que quand je me reconnecte à mon pourquoi, je me rends compte que les personnes que je veux vraiment aider, ben très souvent, en fait, tu sais, les personnes qui achètent mes formations, ben, elles mhm. m'écrivent des DM, elles sont là, en fait, sur Instagram, elles aiment Ouais, mes ouais. stories. J'ai aussi un peu une partie lifestyle que je partage. Mhm, Donc, j'ai essayé d'encadrer la chose. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon équilibre, c'est-à-dire que j'y suis pas H24, mais quand j'ai quelque chose à dire, quand je veux, voilà, j'y vais et j'utilise la plateforme. Mais j'aimerais savoir, voilà, ta vision des choses par rapport aux réseaux sociaux et justement à la création de contenu. mhm, Et toi aussi, en tant que créateur de contenu, comment tu te responsabilises vis-à-vis des consommateurs de tes contenus, tu vois, par rapport à... Bah, après, ils sont responsables, c'est-à-dire que toi, tu crées du contenu et on est responsable de mhm. les gérer, tu vois. Mais Voilà, c'est ça. comment tu vois les choses, toi, en tant que créateur de contenu, tu vois? Ouais. Alors, commençons par les réseaux sociaux. C'est un sujet ultra intéressant. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas vrai. J'ai des réseaux sociaux.
Typiquement, j'ai un compte Facebook que j'utilise de temps en temps pour poster une connerie importante, tu vois. Les pieds de mon fils, peut-être pour dire à la tante avec qui je discute pas que voilà, je suis devenu papa, tu vois. Ou voilà, quand j'ai publié un livre, bon ben voilà, je poste sur Facebook, voilà, j'ai publié un livre comme ça, mes potes d'enfance et les personnes avec qui je discute presque pas savent que j'ai posté un livre et puis pour mon ego, ça me booste et ça me fait plaisir. Mais d'une manière générale, les réseaux sociaux, et ça a été prouvé à maintes reprises, rendent malheureux. Et c'est comme une drogue, c'est-à-dire que, tu sais, moi j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai encore, j'ai 2 addictions. Une addiction que je suis en bonne voie d'arrêter de regarder, c'est mes ventes que je fais, les ventes quotidiennes. Donc les indicateurs en tout genre, référencement, tout ça. Donc tous les créateurs de contenu qui m'écoutent ici, vous savez de quoi je parle. Ça peut être des ventes, ça peut être des statistiques de votre dernière vidéo, de votre post, etc., des Du likes, dernier podcast, de tout. dernier podcast, etc. Donc tout ça, j'essaie vraiment de me détacher de ça. Moi, c'était les ventes qui me posaient problème parce que c'est très addictif. Et puis la dernière addiction que j'ai, c'est la caféine. Et c'est là, je compte bien l'entretenir jusqu'à la fin de mes jours. On verra bien si je change d'avis. Mais par rapport aux réseaux sociaux, ça rend malheureux. J'ai lu pas mal de livres sur le sujet et étude après étude, c'est prouvé, ça rend malheureux. Les réseaux sociaux qui rendent le plus malheureux, je crois que c'est Instagram et TikTok en ce moment. Et puis en fait, le problème, et c'est pour ça que je parlais aussi de l'addiction, c'est que si tu demandes à un addict, par exemple à une personne qui boit, imagine un monde sans alcool, elle va dire ah mais non, je peux pas. Les gens qui boivent pas, ils sont ultra malheureux. C'est ce que je pensais avant, tu vois. Pourtant, je n'étais pas un gros addict, mais j'avais, à mon avis, une relation déjà un peu ambiguë avec l'alcool, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais elle ne s'en rend pas forcément compte. On arrive sur ce sujet. Voilà, bref. Et, et donc, Instagram, beaucoup de gens se disent c'est pas possible de vivre sans Instagram. Alors que oui, totalement. C'est juste que c'est coupé. C'est juste que quand tu es dedans, ça paraît impossible. Ouais. Ça paraît vraiment très, 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 très difficile. Et tout d'un coup, tu arrêtes, tu déconnectes, tu dis mais comment j'ai fait autant d'années pour être autant accro à ce truc, tu vois. Et moi, j'ai des potes qui me disent j'aimerais bien lire, mais je passe 2 heures par jour sur Instagram, tu vois, en mode zombie, en fin de journée, à regarder tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce que tu pourrais faire avec 2 heures par jour? Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais créer? Quel business tu pourrais créer? Tu pourrais écrire un livre en 2 heures par jour. Tu pourrais, je sais pas, apprendre une nouvelle compétence, etc. Bref. Et donc, pour moi, j'ai compris qu'il y avait vraiment un avantage d'être sur les réseaux sociaux en termes marketing, en termes business. Moi, je le vois, hein, certains de mes concurrents, ils sont dessus et puis ça fonctionne très bien pour eux. Mais quand je discute avec eux aussi, ils ont le discours un petit peu que tu as eu, c'est ah, j'ai essayé de trouver mon équilibre, certains l'ont trouvé, d'autres pas, toi tu l'as trouvé, d'autres ne le trouvent pas, d'autres passent beaucoup de temps pour maintenir cette communauté, pour maintenir cette activité. Et puis évidemment, le réseau social, je trouve que ce qui est très intéressant de comprendre, comme beaucoup de choses, c'est qu'il y a toujours un désavantage à faire quelque chose. Il y a toujours un désavantage. Il y a toujours, quand je lis un livre sur l'infobésité, je peux pas faire autre chose avec ce temps. Ok. Et quand j'utilise Facebook, oui, je peux voir les événements qui ont lieu dans mon quartier. Oui, je peux rester en contact avec tante XYZ ou, je ne sais pas, Paul qui est parti en Amérique du Sud. Évidemment, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et je pense que c'est important de peser, de mettre tout ça dans la balance et de se dire, OK, est-ce que je peux faire sans? Est-ce que je peux éviter d'avoir les désavantages, mais quand même de pouvoir profiter des joies d'Internet et des options que m'offre Internet? Je veux dire, sans Internet, on ne serait pas en train de se discuter, on ne se connaîtrait pas. Moi, je n'aurais pas pu quitter mon job de salarié, etc., etc. Donc, je pense que c'est très important de toujours peser le pour et le contre. Et souvent, on va uniquement mettre en avant ce que ça nous apporte, mais pas ce que ça nous retire. Et plus on est accro, et moins on va voir ce que ça nous retire. Voilà. Et ensuite, ce que j'aime pas avec les réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de publier du contenu, tu disparais. Voilà. Et pour moi, ça va à l'encontre de l'un de mes principes qui est euh, la direction avant la vitesse. C'est-à-dire, je préfère voir long terme, et c'est pour ça que j'ai créé l'organisologie et le terme organisologue, parce que je savais qu'à l'époque, quand je l'ai créé, je ne savais pas où j'allais, mais je savais qu'avec les années, j'allais affiner ce terme, et peut-être qu'un jour, ce sera un métier.
tu vois, peut-être. En tout cas, c'est l'une des idées que j'ai. Je me dis, OK, j'aimerais bien que organisologue, un jour, tu vois, tu aies des entreprises qui disent, ben, nous, on a besoin d'un organisologue. Tu Hmm. vois. Mais Ouais. à l'époque, quand je l'ai créé, je ne savais pas où j'allais. Mais parce que je pensais très loin, je me disais, ben, peut-être, en tout cas, le fait de créer mon univers me permet de changer de direction, d'affiner, etc. Et les réseaux sociaux, je trouve, le problème, c'est que quand tu arrêtes, tu tombes dans l'oubli. Donc, soit tu Hmm. engages des community managers, mais si toi, tu dois passer du temps sur les réseaux sociaux, eh ben, tu vas être à la merci des concurrents qui ont l'air d'aller plus vite, donc des doutes. Tu vas être à la merci des mauvaises nouvelles. Tu vas être à la merci de plein de choses qui doivent être prises dans cette balance. Hmm. Dans cette balance. Je veux juste rebondir par rapport à ça parce que je suis complètement d'accord et c'est exactement ce que je perçois moi qui parce que j'y suis, tu vois. Et juste pour partager un peu des tips pour les personnes qui écoutent et qui se Mhm, posaient des questions, moi comment j'ai réussi à maîtriser le truc, je vais en dire deux. C'est comme je te disais, déjà maîtriser les entrées. Avant, j'avais plein d'abonnements. Et aujourd'hui, tu vois, on passerait sur mon compte, on se dirait mais pour qui elle se prend? Elle follow à peine deux, trois pèlerins, etc. Mais en fait, c'est juste pour moi, ma santé mentale, ouais, de c'est pas ça. avoir. Et même, il y a des personnes que je ne me gêne pas de mettre en sourdine pour ne pas avoir à me confronter à du contenu. Surtout, par exemple, si je suis en phase de lancement, typiquement, je vais mettre plusieurs comptes en sourdine et je suis très transparente là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me confronter à du doute, j'ai pas envie de d'avoir mon moral qui est Ouais, trigger, ouais, ouais. voilà pour rien. Et comme je veux garder mon mental au maximum et que je sais que ça peut avoir un effet sur moi, voilà, je mets en sourdine, donc je gère comme ça. C'est très bien. Et puis deuxième truc, c'est que j'ai essayé de lâcher prise sur vraiment, j'y vais quand je veux. Là, tu vois, on est un week-end de 3 jours, je me suis pas connectée dessus depuis vendredi midi. Mhm, Et mhm, pour prendre des décisions, je pense que ce qui aide aussi, ce sont les chiffres. Tu sais, tu parlais d'indicateurs, ton addiction aux chiffres, mhm, mais je pense que les indicateurs, c'est l'un des meilleurs leviers en fait pour prendre des décisions. Et mhm. aujourd'hui, tu parlais du contenu éphémère d'Instagram, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu vois, sur une communauté de 9000 personnes, je vais analyser des fois, et comme il y a un algorithme, ton contenu, il va être montré à, je sais pas, 500, 1000, au mieux 4000 personnes, Ouais. versus une newsletter qui est réceptionnée. Mais en fait, c'est sûr que si je dois passer du temps, je vais plutôt rédiger une bonne newsletter ou un bon épisode de podcast qui sera écouté jusqu'à la fin, tu vois, qu'un épisode qui Mhm. sera montré à deux, trois pèlerins par-ci, par-là, tu vois. Donc, je pense que les statistiques aussi, ça permet de savoir où mettre son temps et son énergie pour être dans une dynamique 80-20. Je Ouais. ferme la parenthèse et je te Et je, parle. et, et je rebondis sur ce que tu disais. La statistique, je la trouve très intéressante quand tu te dis, OK, maintenant, je vais analyser mes chiffres et prendre des décisions par rapport à ça. Mm, Tu vois, genre, une fois par semaine, je fais un petit point de situation sur certains chiffres. Et par rapport à ça, je prends des décisions. Je pense, ou une fois par mois, suivant le chiffre en question, tu vois. Et je pense que c'est pareil, un parallèle qui peut te tirer, c'est ceux qui investissent en bourse, qui regardent tous les jours, ils sont ultra mm, stressés, ils prennent pas forcément de bonnes décisions, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et par rapport à Instagram, le dernier truc que je voulais dire, c'est que moi, je préfère, enfin, Instagram et les réseaux sociaux, quand je dois prendre une décision de quel canal je vais utiliser, je vais essayer de choisir un canal donc un canal d'acquisition, un canal où je peux être visible, euh, comment dire, où le contenu vieillit bien. mm, C'est-à-dire, le contenu est référencé. C'est-à-dire que des contenus que j'ai écrits il y a, je sais pas, 4, 5, 6 ans continuent de me rapporter des visiteurs. Et de cette mm. manière, je peux jouer sur l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'un article, pour moi, n'a pas besoin de faire, ça n'a pas besoin de faire un hit, en fait. Je m'en fous, tu vois. J'écris Ouais. mon article, ça va peut-être, je sais pas, il y a peut-être tous les mois 10 personnes qui vont me trouver. Mais si je continue comme ça, assez rapidement, on a un truc qui se met en place qui est l'effet cumulé. Et Mm, donc, moi, j'ai choisi trois canaux d'acquisition principaux, qui est Google, Pinterest, étonnamment, parce que sur Pinterest, mm, ben, il y a mes petits dessins, mm. mais il y a aussi, si tu veux, cet effet de référence. Tu as Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Je poste, quand je lis un nouvel article, je poste le truc, puis je m'en fous un petit peu, j'optimise pas, mais apparemment, il y a des gens qui me trouvent d'anciennes épingles qui me trouvent, quoi. Mm. Et puis, un dernier truc, c'est YouTube que je suis en train de YouTube. reprendre,
que je suis en train Ouais. de reprendre parce que j'ai laissé tomber. Mais même ces éléments-là ont des algorithmes, tu vois. J'ai été pénalisé, j'ai perdu énormément de trafic sur Google parce que j'ai fait une erreur technique, mais aussi parce que je postais moins. Mm. Donc, même ce genre d'algorithme change constamment. Et donc, tu n'es jamais à la merci de tout d'un coup, ah ben, il faut poster tout le temps, 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 tu vois. Mm. Tu remarques quand même que les sites qui ont beaucoup de trafic, ben, ils postent, ils postent. Et évidemment, Mm. quand tu fais des articles en profondeur, comme je l'ai fait, Ouais. ben, tu es obligé d'avoir une machine, enfin un système bien rodé pour créer du contenu avec régularité. Mm. Et quand tu as un petit qui arrive, c'est difficile à maintenir. Mais là, c'est bon, je me suis relancé et puis c'est reparti. Mais penser long terme, je pense que c'est intéressant. Tu J'aime vois, beaucoup ce que tu dis sur la pensée long terme, mais c'est un truc qui me poursuit aussi. C'était pas quelque chose que j'avais au début de mon activité, puisque je voyais très court terme, très tendance. c'est Tu sais, assez normal, je pense, hein. c'est aussi, bah, j'ai grandi avec les réseaux sociaux et voilà, la viralité. Je consommais beaucoup de. J'ai été aussi transformée au cours de mon aventure, tu vois. Et c'est que maintenant que je prends du recul par rapport à ma manière de consommer, que je Mhm. m'interroge du coup sur ma façon de créer aussi du contenu. Et cette pensée long terme, en fait, c'est un, un coach business que j'apprécie énormément, Romain Limois. Je crois que j'en ai déjà parlé dans cet épisode dans certains épisodes de podcast où il parle vraiment de la durabilité de ce qu'on fait, tu vois. Mhm. Et en l'écoutant, ça m'a fait tilt. En fait, je me suis dit que j'avais aussi ce désir finalement de ne pas juste construire quelque chose d'éphémère, mais vraiment quelque chose qui va être robuste, qui va durer le plus longtemps Ouais, possible. c'est ça. Le terme robuste, il est intéressant. Et puis pour donner des idées aux créateurs de contenu qui nous écoutent, moi maintenant, j'ai un envie de revenir sur LinkedIn parce que si tu veux, l'une de mes stratégies à moyen terme, c'est de revenir, c'est aussi pour ça que je suis revenu en Suisse, c'est de revenir sur l'entreprise, là, sur l'organisologie. Je m'adresse qu'à des individus, entre guillemets, des solopreneurs, des freelances, Mm, des indépendants, créateurs de contenu. Mais l'idée, c'est de revenir un petit peu dans le monde de l'entreprise. Et donc, évidemment, LinkedIn, c'est intéressant pour ça. Mais mm, je me suis dit, comment faire pour utiliser, euh, pour avoir le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets. Je ne sais mm. pas si tu connais l'expression. Oui, 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 je Ça se dit, ok, connais. En donc France, ça se dit aussi. voilà. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc intéressant, c'est quand tu vois une tendance, quand tu vois un canal d'acquisition, quand tu vois un réseau social, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces réseaux sociaux, ils sont en compétition entre eux. Mm, Et donc, en fait, il y aura toujours tout d'un coup un nouveau réseau social comme TikTok qui, bam, qui attire beaucoup de trafic. Et le prochain, il sera peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être dans 2 ans. Tu ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mais il y en aura toujours un nouveau. Tu vois, mm, à mon avis, en tout cas dans ma manière de voir la chose. Et donc, moi, ce que je me dis souvent, c'est je vais en nature et je réfléchis vraiment à ce que je veux faire. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font plus. Sans réseaux mm, sociaux, sans news, juste tu te poses et tu réfléchis à un problème. Et moi, le problème que j'avais, c'était comment faire pour me différencier sur LinkedIn sans y passer trop de temps, tout en kiffant le process. mm. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais publier des dessins, tu sais, mes petites illustrations. Ouais. Voilà, j'ai pris un cours l'été passé. Je les ai améliorés, j'ai monté en compétence sur le dessin. Et en fait, ces illustrations, elles me servent à plusieurs endroits. Elles me servent dans mes articles, elles me servent dans mon prochain livre que je suis en train d'écrire, qui va sortir en septembre. Normalement, je ne vais pas dire le nom de l'édition parce que on verra Mm, quand il sera sorti. Donc, je repars avec une maison d'édition. Donc, j'utilise les illustrations dans ce livre, dans mes articles, et automatiquement, je les publie sur LinkedIn. mm. Tu vois? Et en Ouais. fait, ben, tu vois, récemment, il y a eu, je sais plus, 100 réactions sur un dessin, tu vois. Alors voilà, des fois, il y a 10 réactions, des fois, il y a 20 réactions, mais par rapport au temps que j'ai investi, ben, Mm. en fait, il y a un avantage. Et surtout que je suis pas moi, tu vois, j'utilise Buffer qui est publié automatiquement. Buffer ou Buffer, je sais pas comment on appelle ça, Ouais, je crois que c'est Buffer. C'est Buffer. qui publie automatiquement sur différentes plateformes. Et donc, automatiquement, moi, je crois, mon logiciel, il m'autorise le vendredi après-midi pour aller sur LinkedIn, tu vois. Donc, je peux aller sur LinkedIn le vendredi après-midi. Et donc, là, je réponds aux commentaires, machin, etc. Mm. Évidemment, des fois, ça ne tient pas parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent sur LinkedIn. Puis je me dis, ah, je désactive le truc, je vais. Mais tu vois, dans l'ensemble, le système, il est plutôt bon. Ouais. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce dessin, je peux l'utiliser. Alors, il est unique, il représente mon mindset, il représente une idée. Et je peux l'utiliser dans mes articles, je peux l'utiliser aussi dans mes vidéos. De temps en temps, tu sais, quand je fais mes vidéos, je fous le dessin, machin, pour illustrer un Mhm. point. Et Mm. de cette manière, j'ai trouvé un bon équilibre. Évidemment,
j'aurais été beaucoup plus performant si je créais des carousels ou si je faisais des vidéos sur LinkedIn, mais Ouais, je devrais passer plus de temps aussi. Et donc, il y a toujours enfin, moi, quand je vais dans un canal, j'essaie de réfléchir de cette manière. J'espère que c'est clair pour les ouais. créateurs qui nous Euh, suivent. En tout cas, enfin, si je vais peut-être résumer, tu vois, mais c'est très très important. En gros, ce que tu expliques, c'est que tu arbitres comment tu vas pouvoir tirer parti du nouveau média sans perdre trop de temps, en tout cas perdre entre guillemets par rapport à tes objectifs du moment, C'est clairement, tu ça, vois. Si exactement. et pour moi, c'est très très clair et je trouvais ça intéressant parce que tu mets le doigt aussi sur un truc sur lequel je travaille, c'est sur le recyclage de tout ce qui existe déjà. Parce que toi, je pense que tu es dans le même cas que moi, tu as créé énormément de choses. Et la question que je me suis posée dernièrement, mais c'est qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, l'épisode qu'on enregistre ensemble, bon, il va sortir plus tard, mais tu vois, ce sera le 136e épisode de podcast. Donc ça veut dire que Mhm. j'ai quand même 130 épisodes de podcast qui sont créés, tu vois. Mhm. Et en vrai, je les exploite pas énormément. Mhm. Et j'ai un assistant sur lequel je suis en train de travailler justement, avec lequel je suis en train de travailler justement sur comment réexploiter ce qui existe déjà, parce que tu vois, pour moi, ça fait partie de l'amélioration continue, c'est un truc Bah, qui c'est me tient à ça. cœur. Je crois que tu étais responsable qualité aussi, non? On a ce Ouais, point ouais, commun. ouais. À Oui, une époque, j'étais responsable qualité. bah moi j'étais responsable qualité aussi, tu vois. Et donc cette démarche d'amélioration continue. Et je trouve que justement c'est un peu ce que tu fais avec tes dessins, c'est que tu crées quelque chose, mais tu le réexploites sur d'autres plateformes, sur d'autres canaux. Mhm. Et je pense que ça peut être une stratégie aussi pour être efficace, avoir quand même des résultats un peu partout, mais sans non plus perdre trop de temps. Donc pour moi Et puis, c'était très clair. et puis surtout en se faisant plaisir, parce que le dessin, Hum, ce que j'ai pas dit aux gens, c'est que je suis pas allé dans le dessin parce que c'est trendy, hein. Il y a vraiment un trend, une tendance qui arrive des États-Unis euh, et qu'on va voir de plus en plus en France, à mon avis. Tu partages une idée d'une manière très visuelle et ouais. ensuite, pour illustrer un article, et ensuite donc tu attires l'attention en très peu de mots. La personne est là, ah ouais, intéressant. Puis après, il y a un petit lien pour aller sur l'article. Et je trouve ça assez intéressant comme manière de faire. Et tu Hum, partages ta patte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ah bah moi j'utilise toujours les mêmes palettes de couleurs, le même style, ouais. les mêmes traits. Et au bout d'un moment, les gens disent, ah ouais, ça c'est Julien, sans même savoir, voilà, c'est instantané, tu vois. Hum, Donc voilà, mais après, chacun doit trouver son propre truc. Et le dessin, tu vois, typiquement, là, je fais des dessins, je les mets dans un dossier, et puis une des idées à terme, c'est peut-être dans 5 10 ans, tu vois, je vais prendre mes meilleurs dessins et je vais en faire un livre nouveau. ouais, tu vois. En illustrant le concept, à quel moment je me trouvais quand je faisais le dessin, puis qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin, peut-être un biais mental ou une technique de gestion du temps, je sais pas, tu vois. Et j'irai voir un éditeur et puis il sera là, ben ouais, on t'édite parce que ben, c'est des dessins qui auront fonctionné sur LinkedIn et donc il y a de fortes chances que ça cartonne, tu vois. Et donc il y a une sorte de système qui est en place, tu vois. Il y a Hum, même, en fait, j'ai un petit groupe Telegram où je poste parfois 2 variantes de dessin ou 3 variantes de dessin. Je dis, OK, mais tu vois, je fais des photos de ma tablette, je suis en train de dessiner, tu vois. Est-ce que vous voulez hum, le. Voilà. Et puis les gens, ils disent, bah, celle-là. Et puis après, je poste celle-là sur LinkedIn, tu vois. Donc, il y a déjà un petit système en place. Je le fais pas tout le temps, tu vois. Mais des fois, je suis ouais. trop enthousiaste de partager le truc. Et puis, go! D'accord. Donc, voilà. Très Mais ouais, je intéressant. pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, comme tu dis, sur la réutilisation du contenu. Complètement. Et on a un peu effleuré le sujet, mais on peut terminer un peu là-dessus brièvement, en tout cas sur cette partie création de contenu, tu vois. Pas sur notre interview, hein, sur Ouais, cette ouais. partie-là, parce que j'ai encore des questions pour toi, Ouais, t'inquiète. ouais, ouais. Est-ce que toi, tu mets en place des principes pour aider ta communauté, même si tu crées du contenu autour de ça, tu vois, mais pour eux-mêmes, déjà, je sais que l'une des responsabilités qu'on a en tant que créateur de contenu, c'est de créer du contenu pertinent, tu vois, et Mhm. pas. Donc déjà, je pense que c'est un principe que tu respectes. Mais qu'est-ce que nous on peut faire pour aider notre communauté à gérer justement toutes ces informations, tu vois? Ouais, c'est toujours ambigu parce que c'est à partir du moment où tu parles d'infobésité, les gens ils vont se dire, ah, mais en fait, toi, tu fais partie des gens Bah qui oui. génèrent mon infobésité. Et puis voilà, moi, j'ai pris ce risque-là, tu vois. Mm. Donc voilà, mais c'est vrai, il y a des personnes, tu vois, il y a des phases où j'envoie un email par jour, tu vois, où je fais de la Ouais, promo, je vends mes c'est vrai. programmes. Tu vois, j'ai aucun problème à vendre mes programmes parce que je sais que, ben voilà, ils apportent pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui les suivent pas, il y a des gens qui, voilà. Je vais être honnête aussi, hein, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens, ils ont des belles transformations. Et donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tu vois, quand j'ai sorti mon livre sur l'infobésité, ben, c'était le lancement. Donc, un email par jour avec à la fin 2 emails, il y a des gens qui vont, tu nous parles d'infobésité, puis tu nous bombardes d'emails. Ouais, mais en même temps, il faut bien informer les gens du problème. Mm. Donc voilà. Après, les gens, comment ils gèrent leur boîte mail?
Alors moi, j'ai un programme où j'explique enfin, je recommande comment gérer la boîte mail, mais après, ils sont grands et probablement suffisamment vaccinés. Et Mm. donc voilà, moi, je sais qu'il y a des personnes, tu vois, j'ai un email qui s'appelle On. Je crois que j'ai envoyé le 255e. Donc, c'est un email hebdomadaire. Donc, ça fait 255 semaines Oui, que j'envoie cet email. Je sais qu'il y a des ouais. gens qui font des règles. Donc, c'est-à-dire mes emails, parce qu'en général, entre chaque on, il y a une promotion. Pas toujours, tu vois, ça dépend si j'ai prévu une promotion ou si je fais un lancement de produit. Mais entre chaque on, donc c'est-à-dire entre du mardi au vendredi, il y a une promotion des fois qui va jusqu'au dimanche. Le lundi, il y a la on, et la on, je partage ce que je fais, ce que je Ouais. lis, et puis ce Ce à à quoi quoi je je pense. pense. C'est assez Ouais. perso, tu vois. Là, en ce moment, je dis, bah, je suis allé me baigner, hier, j'ai failli perdre mon iPhone, etc., tu vois. Euh, et puis, je sais que les lecteurs qui sont là depuis longtemps, ben, certains mettent une règle, c'est-à-dire que la on va dans leur boîte de réception principale, les autres vont dans un autre dossier que de temps en temps, ils vont lire, tu vois. Mm. Donc voilà, je Donc, pense qu'il y a suffisamment d'outils pour gérer ce flux d'informations. Puis mm. après, je dis toujours, les gens, à partir du moment où vous avez trouvé des solutions à vos problèmes d'organisation, que vous êtes devenus les papes de la productivité grâce à mes programmes, vous pouvez vous désabonner, hein, vous n'êtes pas obligé Ouais. de... Tu vois, enfin moi, c'est ce que je me dis quand une personne se désabonne, parce que voilà, tu sais, quand tu as une liste, de toute façon, il y a des gens qui se désabonnent, c'est normal. Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que les gens, ils ont trouvé leur bonheur et puis qu'ils sont passés à autre chose. Ouais, C'est pas carrément. forcément vrai, hein, mais c'est ce que je me dis pour gérer le truc. Je comprends. Donc, on en revient. C'est bien ce que je pensais. Je pense que c'est à chacun de se responsabiliser. Et puis, enfin, à partir du moment où tu sais que ce que tu partages sert une mission, en tout cas, qui est claire pour toi, voilà, ben, enfin, c'est complètement OK et tu viens le confirmer. Voilà, Écoute, on a fait un exactement. gros morceau sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est tellement un sujet d'actualité que ça va énormément apporter, en tout cas Mhm. aux auditeurs, Bah, j'en suis j'espère. persuadée. Et justement, t'en as parlé un tout petit peu, tu vois, tu as touché un petit mot sur l'intelligence artificielle. Ah ouais, ouais. Genre, j'avais fait un épisode de podcast sur les tendances de 2023 et c'est pire qu'une tendance, ça avance à une vitesse Ouais, folle, tu vois. ouais. Tous les jours, je découvre une nouvelle IA qui te permet de faire tout le temps quelque chose. Et voilà, j'aimerais bien avoir ton Mhm. avis là-dessus, tu vois. Et puis même toi, on parle, toi et moi, d'organisation, de productivité, tu vois. Il y a certaines personnes qui peuvent être très apeurées par rapport à l'apparition de ces IA qui sont accessibles un peu à toutes et à tous, tu Mhm. vois, au grand public. Donc, qu'en penses-tu, tu vois? Comment tu penses que ça va impacter notre quotidien? Comment toi, tu penses gérer la chose? Même si j'ai lu un peu, j'ai vu tu fait une illustration sur ChatGPT, je crois. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai vu et tout, j'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça très pertinent. En fait, c'était une illustration où tu montrais que finalement, un truc qui te prenait quelques minutes avec ChatGPT, bah, des fois, c'est démultiplié parce que tu lui poses 40 000 questions, tu vois? Donc Ouais. voilà, je te passe la main. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est marrant parce que en décembre 2022, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, ça va changer le truc, quoi, en parlant de chat GPT. Et, euh, forcément, quand tu es créateur de contenu, tu peux te sentir un peu, comment dire, un peu stressé, tu vois. Genre, tu te dis, en fait, il suffit de presser sur un bouton pour générer du contenu, tu vois. Moi, je l'ai eu, enfin, ces réflexions, parfois c'est peur, c'est doute. Euh, mais fondamentalement, je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où une technologie est libérée, tu peux pas la, la retirer du monde, en fait. Exactement. Comme Donc, Internet à l'époque, tu vois. voilà, tu frottes voilà, c'est la lanterne, le génie il sort, et puis voilà. Après, il veut plus rentrer dans sa lanterne. Comme Internet, comme la montre, comme la voiture, comme la carte, toutes ces technologies qui ont changé le monde, l'imprimerie, etc. Et donc, l'intelligence artificielle elle est là pour durer, elle va probablement nous surpasser. En tout cas, ouais, je pense qu'elle va nous surpasser. Donc, je pense par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur job. Puis ça va poser des problèmes de société. Et puis voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Après, moi, personnellement, la position que j'ai par rapport sur le court terme par rapport à ChatGPT, c'est j'observe. C'est-à-dire que je me prends pas trop la tête. J'ai vu tout le monde. Tu sais, tu as ceux qui disent devenez riche en créant des formations en ligne, ensuite devenez riche en faisant des crypto-monnaies, devenez riche avec les NFT, puis ensuite devenez riche avec ChatGPT. Et en fait, pour les créateurs de contenu qui nous suivent, chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit comment devenir riche rapidement, la seule personne qui devient riche, c'est le vendeur de pioches. OK? Donc,
moi, ça, c'est une heuristique, tu vois. Donc, en fait, ça me fait rire les gens qui, tout d'un coup, coach business et puis en une nuit, ils viennent coach intelligence artificielle. Bref. Ouais. Moi, je continue de penser à long terme. C'est-à-dire que je continue de créer l'organisologie, de développer l'organisologie. Et je regarde, je sais que ChatGPT et d'une manière générale, l'intelligence artificielle va changer le monde, que je ne vais pas pouvoir l'ignorer, que ça serait important de pouvoir collaborer avec ces intelligences artificielles. Mais je laisse passer du temps parce que le temps est un excellent filtre. Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'acteurs qui sont déversés dans le secteur de l'intelligence artificielle, beaucoup de tech, beaucoup de startups, mais on ne connaît pas les effets secondaires sur l'humain, dans le sens, chaque fois qu'une technologie est libérée, il y a des effets négatifs sur l'utilisateur. On l'a vu avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec la montre. La montre, en fait, t'as déconnecté de tes besoins. En fait, tu manges à une certaine heure, même quand tu n'as pas faim, tu vois. Puis à force, voilà. Mmh. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Où tu vas au lit à cette heure parce que la montre le dit plutôt parce que tu es fatigué. Donc, il y a toujours, en fait, ou par exemple, je sais pas, la voiture, bon, ben, c'est génial, ça te permet de parcourir de plus grandes distances. Mais bon, l'obésité augmente. Alors, il n'y a pas que la voiture qui est en cause, mais il y a des désavantages. Et ça tue beaucoup la voiture, c'est un faut Mmh. oublier. Bref. Donc, il y a toujours des désavantages. Et en fait, les gens peuvent dire n'importe quoi. Le meilleur test pour comprendre une technologie, c'est le temps. Donc, Mmh. moi, je laisse passer, courir les gens qui sautent dans les trains, etc. Et ce qui va se passer, c'est que là, ce que je suis en train de chercher, c'est un formateur. D'ailleurs, s'il y a un formateur qui nous écoute, qui est ultra bon, qui se sent ultra compétent sur l'intelligence artificielle, ou si vous en connaissez un qui est ultra compétent, vous me dites parce que moi, ça m'intéresse. Et moi, je pense que été, automne 2023, je vais prendre ma première formation, avancer sur ChatGPT ou sur l'intelligence artificielle de manière générale, pour comprendre en fait où je mets les pieds, ce que ça me permet de faire. Je ne parle pas de ChatGPT pour créer du contenu, etc. Ça, tout le monde le fait. Mais plutôt, OK, les automatisations, quelles sont les limites, comment les logiciels peuvent connecter entre eux, comment l'intelligence artificielle peut aller chercher de l'information à droite, à gauche, etc. Plus tu vois, d'une manière systémique. Et puis là, après, je déciderai, après avoir testé, si je veux implémenter l'intelligence artificielle dans mes programmes. Mmh. Voilà, donc ça, c'est plutôt ma position. Et puis oui, pour les personnes qui ont peur, je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon signe, la peur, il faut l'écouter. Il ne faut pas non plus se laisser emporter par la peur. Mais je pense que c'est bien. Si à l'heure actuelle, vous considérez l'intelligence artificielle, vous la suivez, je pense que vous avez de l'avance sur la plupart des gens quand même encore. Encore, hein, il n'y a que 100 millions de gens qui se sont inscrits à ChatGPT, c'est beaucoup, mais si tu regardes sur la population. Mmh. Et puis, moi, je développerai des contenus profonds, donc des contenus philosophiques, des contenus avec de l'expérience humaine, des contenus avec des échanges de type podcast, si vous êtes dans la création de contenu. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Pas des contenus genre comment faire ceci, tu vois. Enfin, ça, c'est Mmh. bien pour les formations, Mmh. mais en contenu gratuit, je pense que ça va être limite. Maintenant, ouais. Je pense que voilà. Et puis développer des compétences qui sont difficiles à remplacer. Moi, je te donne un exemple. Tu vois, j'ai une compétence et de l'expérience dans la gestion de projet, mais je m'intéresse de nouveau à cet aspect gestion de projet parce que je me dis, bah voilà, peut-être qu'un jour, création de contenu, ce sera plus, voilà, peut-être j'aurais été dépassé par des concurrents Mmh. chinois qui font des contenus en français, Mmh. tu vois, qui Mmh. sont bien meilleurs que les miens, tu vois, qui ont beaucoup plus de ressources. Parce que c'est ce qui risque d'arriver, hein. C'est Ouais. que tu as la barrière des langues qui va s'effacer. Et en fait, là, la barrière des langues, elle persiste, mais avec l'intelligence artificielle, tu vois, tu pourras faire des deepfakes en vidéo et en fait, tu Mmh. auras les meilleurs dans chaque domaine. Tu vois, Elon Musk qui fait des vidéos de productivité dans toutes les Ouais. langues. Et toi, en fait, tu vois, Julien Gueugna, oui, il est bon dans certains domaines, mais il sera non relevant, tu vois. Tout, Mmh. tout le monde pourra avoir accès même à l'hologramme peut-être d'Elon Musk. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ou à l'assistant d'Elon Ouais. Musk, tu vois. Ouais. Genre, tu payes pour avoir accès à l'assistant d'Elon Musk qui te dit, bah voilà, lui, Elon Musk, dans cette situation, il va marcher, puis il réfléchit en utilisant ce modèle mental, tu vois. Mmh. Tu Ah, c'est vois. dingue. Et donc, en Ouais. fait, ça permettra à des créateurs de contenu, enfin, aux meilleurs de leur domaine, qui n'ont pas le temps, en fait, de créer du contenu parce qu'ils ont d'autres choses à foutre, tu vois. Tu vois, par exemple, tu as des chefs de projet, ils construisent des sous-marins nucléaires ou ils envoient des fusées sur Mars. Qu'est-ce qu'ils veulent écrire des articles de blog? Qu'est-ce qu'ils veulent faire des Mmh. vidéos, tu vois. Mmh. Mais ces gens-là, avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'ils pourront parce que tu auras un assistant qui les observe et qui pourra commencer à créer du contenu. Et donc, en fait, quand ça arrivera,
bah, Julien, il fera chef de projet ou il fera un domaine qui sera encore valable. Donc, je pense que c'est important, encore une fois, de développer des compétences qui vont être remplacées plus lentement, Ouais, tu vois. complètement. En tout cas, je Tu ne ferai pas sais, juriste en ce moment. je me rends compte que j'ai déjà un peu pris ce pied-là parce que dans mon activité, en fait, je suis online business manager, mais grosso modo, je fais de la gestion de projet pour des entrepreneurs en ligne, tu vois. Ouais. J'ai refait un peu de la qualité. Ça Mhm. représente 2 jours par semaine et Mhm. c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, tu vois. C'est ce qui me manquait un peu parce que la gestion de projet, je pense que c'est un truc que tu kiffes aussi si tu... Ouais, je kiffe beaucoup, moi. Ah ouais, bah, je pense que quand on a des profils un peu comme les nôtres, tu vois, qui aiment beaucoup les systèmes, etc., ben Mhm. ça parle énormément. Et donc, je le fais en tant que freelance. Et pour le coup, tu vois, je suis pas en alerte sur cette casquette-là. Et Ouais. ça vient de confirmer par toi. Et puis, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que j'y vois quand même un avantage en termes d'infobésité, tu sais, de chat GPT. C'est que je me rends compte que le fait d'aller sur une seule plateforme pour aller chercher directement ce que tu veux, ben peut-être que, tu vois, ce serait une La petite... solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que ouais, bien finalement, sûr. moi, je l'utilise, tu vois, et je me rends compte que je vais straight to the point. C'est je veux ça et je me suffis à ça, tu vois. Je me laisse pas happer par ceci et par cela. Ouais, Donc, je me ouais, disais ouais. que ça pourrait même être une solution, tu vois. Ouais, bah moi je pense, tu vois, moi qui obtenais beaucoup de trafic via Google, je me suis sérieusement remis en question sur ma stratégie parce que je pense que assez rapidement Google ils l'ont même eux-mêmes l'ont avoué, ils sont vraiment en danger hein, depuis, enfin, comme jamais en fait. Donc je Mm, pense que une nouvelle génération va pas aller sur Google. Je pense que Google prend trop de temps en fait. mm. ChatGPT, parce que tu cherches un truc, tu dois cliquer, ensuite lire, chercher l'information. Ouais. ChatGPT remonte les informations. Donc je pense assez rapidement, on n'ira plus sur Google. Je pense qu'il y aura d'autres, en tout cas une partie de la population n'ira plus sur Google. Mm. Euh, euh, mais après, je pense que le risque de ça, c'est ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle pourront Ouais. aussi il y aura des dérives, tu vois. Et donc, Ouais, complètement. le problème, c'est que là, si tu utilises ChatGPT, bon, ben, en fait, tu es à la merci de Bill Gates, en gros, tu vois. Non, mais complètement. Et donc, pareil, quand tu vas sur Google, tu es à la merci de Google, parce qu'en fait, Google veut que tu fasses ceci, tu vois, quand tu es créateur de contenu, que tu fais du SEO, maintenant, c'est pas, tu te lèves pas le matin et puis tu dis, bon, direction du vent, et puis je crée un article, tu vois, tu dois réfléchir sur ce que tu vas créer, comment tu vas le créer, comment tu vas l'amener, et puis ça change régulièrement. Donc je pense qu'il y a vraiment un risque de dérive, comme toutes les technologies en fait. Mais je pense qu'il y a un risque de contrôle, ouais, contrôle des masses Mm. avec ça, La façon de penser, comme voilà etc. exactement comme avec les algorithmes. Et moi je suis revenu au livre en fait, papier, parce qu'en fait le livre papier te met en contact avec un auteur, avec des idées qui sont parfois intemporelles, et puis t'expose à des choses qui ne sont pas contrôlées par l'algorithme. Donc voilà, mais ouais, c'est intéressant. Et je pense aussi pour Mm. la gestion de l'information, ce qui va être intéressant, c'est que tu vois, on va avoir des logiciels qui peuvent se connecter à plein d'autres logiciels, comme ce que fait un peu Microsoft avec Loop ou avec Copilot, tu sais, les intelligences artificielles qui sont intégrées dans leur logiciel Word, Excel, et qui vont aller chercher de l'information. Toi, tu n'as plus vraiment besoin de structurer l'information. Alors, c'est déjà le cas avec certains logiciels, Obsidian, Logseq, Workflowy, Notion, où tu cherches et la recherche est puissante. Mais là, tu vas aller à une étape vraiment loin où tu dis, attends, il me semble que j'avais eu une conversation. Tu poses la question, j'ai une conversation avec tel et tel, et il va dire, ah ouais, ben lui, il a des conversations avec tel et tel que sur WhatsApp, il se connecte à WhatsApp, tac, 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 il remonte. Voilà, Waouh. je pense que c'est cette information-là qu'il faut. Donc, je pense qu'on va arriver assez rapidement sur ce genre de choses. Donc, c'est bien pour les désorganiser. Mais par contre, donc les désorganiser de l'information, mais par contre, tu ne réfléchis plus du tout Ouais. à l'information, à la structure. Et puis, il y a vraiment un risque. Le risque, c'est pour moi, le risque d'être dépendant de l'intelligence artificielle, c'est que si une fois qu'il n'y a plus accès, tu n'arrives plus à créer parce que tu n'as jamais créé sans. Exactement, exactement. Voilà. Moi, je Donc le moi, je vois, n'utilise hein. pas l'intelligence. Alors j'ai fait quelques emails de vente qui ont bien vendu avec l'intelligence artificielle. Enfin, j'en ai fait un, Mm, mais j'utilise pas l'intelligence artificielle pour créer. mm. Non, mais je suis complètement. Moi, tu sais, en tant que maman qui travaille avec un bébé, j'y ai vu une opportunité quand même. Donc, il y a pas mal de choses que j'utilise ChatGPT. Tu vois, j'ai même l'abonnement parce qu'il se trouve que la réflexion de GPT-4 est beaucoup plus poussée que la Mhm. Ouais, bien sûr. version gratuite. Et
j'ai rédigé 2-3 mails avec et tout. Enfin voilà, il y a des trucs que je fais avec ChatGPT parce que c'est un gain de temps. Tu sais, c'est bête, mais en tout cas, il y a un point d'honneur que je me mets, c'est que il ne me fournit pas d'informations. Je lui donne ma direction, tu vois, et il Ouais, m'aide. Ça, c'est ouais, le ouais, c'est principe que clair. j'ai mis en place pour rester dedans. Parce que tu vois, je vais peut-être avoir une idée et il va m'accompagner pour à la rendre plus claire, tu vois. Ouais, ouais, Mais c'est ouais. toujours moi qui lui donne le truc, tu vois. Et ça m'aide. Et c'est tout le. En fait, ça avance tellement vite que je pense que moi qui pensais que ça allait prendre du temps, en fait, vu tout ce qui s'est passé entre décembre et là, au moment où on enregistre cet épisode de podcast, on est en mai, tu vois. Je me dis que ça va. Enfin, tout ce qu'on est en train de dire, ça va arriver beaucoup plus tôt que Ouais, ouais, bien sûr. de ce que je voyais. Et je suis en train de me dire, waouh, waouh, faut vraiment que. Ouais, non, non, c'est assez dingue. Je suis un fil de discussion sur Reddit où le mec, justement, à partir de la sortie de ChatGPT 4, chaque semaine, il faisait un petit compte rendu de toutes les nouveautés, en fait. Le mec, je voulais pas voir sa tête. Enfin, il montrait pas sa tête, mais je pense qu'il a les yeux rouges, des cernes. Et puis... Parce qu'en fait, il y avait tellement d'informations. Alors, moi, je les sauvais dans mon Waouh. système pour plus tard. Mais, mais il faut aussi se dire qu'il y a des choses qui vont disparaître. Dans tout ce qui est créé, il y a des choses qui vont disparaître, qui vont pas être mises à Mm. jour par l'équipe qu'il y a derrière. Tu vois, il faut pas oublier qu'il y a encore besoin d'humains pour faire fonctionner ça, besoin de Ouais. logistique pour faire fonctionner ça, besoin d'énergie pour faire fonctionner ça. Mais le risque qu'on a, c'est qu'en fait, tu as les élites qui vont prendre contrôle de cette intelligence artificielle, comme c'était le cas avec Facebook, Google, hein, déjà, mais à une autre échelle. Et il peut toujours y avoir des dérives, donc voilà. Mais je trouve que Mm. en tout cas, moi, je trouve que c'est fou ce qui se passe enfin, c'est fou, quoi, ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est dingue. Et, euh, et puis voilà, quoi. Mm. Bon, ouais, bah on va finir parce que franchement ça on pourra en parler des heures, tu vois, parce que comme tu le dis c'est vraiment dingue, c'est arrivé du jour au lendemain et dernièrement je voyais encore ce week-end une campagne publicitaire entière faite par l'intelligence artificielle, tu vois, et donc ça va vraiment très loin. Mais je pense que en synthèse ce que je retiens de ce que tu partages, je pense qu'il faut pas s'affoler, je suis d'accord avec toi. Et je suis partisane aussi de laisser le temps au temps. C'est-à-dire, au début, j'étais en mode, est-ce que je deviens pas experte intelligence artificielle, Qui tu n'a vois, pas eu pour cette idée? voilà voilà. Et en fait, je l'ai vite éliminé parce que ça ne me convient pas. Parce que moi, je suis pas passionnée par l'intelligence artificielle, tu vois. C'est pas mon cœur, c'est pas du tout mon truc. Et je me suis rappelé de ma mission. Ma mission, c'est et si on avançait, tu vois. C'est parce que je m'inclus dans le processus. C'est pas et Mhm. si tu avançais, c'est et si on avançait. Et je me suis toujours mise au centre un peu comme quelqu'un qui expérimente, tu vois, du processus. Et Mhm. voilà, j'avancerai à mon rythme et j'accompagnerai ma communauté avec ça, mais je ne vais pas m'affoler du tout. Et j'ai une dernière question Mhm. à te poser par rapport. On a un peu débordé. Pas de problème. J'espère que ça va pour toi, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de Mais problème. J'ai du temps, en fait. ok, super. Mais j'ai une dernière question quand même à te poser pour par rapport à tout ça, c'est que maintenant qu'on est parents, toi et moi, tu vois, on a un petit garçon tous les deux, tu vois, c'est cool, c'est encore un point commun, tu vois. Comment tu envisages les choses justement avec tout ce changement, tu vois? Moi, je me pose plein de questions. Et donc, ma question pour toi, c'est comment prévois-tu d'aider ton enfant à développer de bonnes habitudes justement face à l'infobésité dès le départ, tu Mhm. vois? Et quels conseils tu pourrais donner à des parents, futurs parents, qui nous écoutent? Alors par rapport à ces questions-là, j'ai pas encore forcément de réponse comme on en disait, comme on en parlait avant qu'on commence l'enregistrement, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec les enfants, même si j'ai très peu d'expérience, mais je l'ai observé autour de moi. C'est ce que disait Einstein. Il disait un truc ultra juste, et aussi pour ceux qui ont des équipes, qui ont géré des équipes, ou voilà, plus que des équipes, mais voilà, qui gèrent des hommes. Il disait un truc juste, Einstein. Après, vérifier si c'est Einstein qui dit, parce que toutes les citations qui sont attribuées à Einstein, qu'il n'a jamais dit, peut-être qu'il se retournerait dans sa tombe. Mais je crois que celle-là, elle est vraiment de lui. Il disait, l'exemple n'est pas le meilleur moyen pour influencer les autres, c'est le seul. Mmh. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, mon gamin, bon, finalement, il est né en 2023. Moi, je suis né dans les années 80. Et il y a un lecteur qui m'a envoyé un superbe message récemment qui disait les enfants sont pas là.
pour être éduqués, ils sont là pour nous éduquer, tu vois. Et je pense que Mm. mon gamin, il sera plus smart que moi sur certains trucs, notamment les technologies et ce genre de trucs. Mm. Et puis, je vais pas pouvoir le contrôler et faire ce que j'en veux. Il a ses valeurs, il a sa personnalité à lui, etc. Et il va falloir respecter ça. Et puis des fois, ce sera difficile, je pense. Mm. Mais quand on vient aux outils numériques, moi, ma posture actuelle, elle est simple et puis elle va s'affiner avec les lectures que je vais avoir parce qu'il y a pas mal de livres qui ont été créés par des auteurs intéressants sur justement ces questions numériques. Parce que avant l'âge de 14 ans, c'est très néfaste pour le développement cognitif d'un enfant. Enfin, les écrans, d'une manière générale, c'est très néfaste pour leur développement cognitif. Et Steve Jobs, lors d'un interview pour sa biographie, je ne sais plus cet auteur de biographie là, ce biographe, je ne sais plus comment il s'appelle, Walker, attends, comment il s'appelle? Euh, bref, attends, je sais plus, bref. Il l'a interviewé, puis Steve Jobs disait non, nos enfants, nous, on leur donne pas d'iPad, tu vois. Alors que le gars, il se fait les couilles en or, c'est une Ouais. expression, ça se dit les couilles en or? Oui, ça se dit aussi en France. Ok, génial. En vendant des iPads. Et donc, ça, tu vois, typiquement, les parents qui nous écoutent, je pense qu'ils sont bien informés, tu vois. Ils te suivent, ils Mm. sont bien informés. Mais la plupart des gens, moi, des fois, tu vois, moi, j'ai pas de voiture, donc je prends le train. Et puis, ben, forcément, je vois les gens, tu vois, leur relation aux études numériques. Et je vois des fois, l'enfant, il a quoi, 2 ans, il est dans son pouce-pouce. Puis les enfants, les parents, pour être tranquilles, leur donnent le smartphone avec une vidéo ou l'iPad avec une vidéo sans se rendre compte des effets catastrophiques que ça a sur leur développement cognitif, sur leur capacité attentionnelle, sur beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre, tu sais, le ADHD, là, le TDA, là, Mhm. les troubles d'attention, et D'ailleurs, les ça outils. pullule, hein, ça Ouais. pullule. Le Bien nombre sûr, de jeunes bien sûr, adolescents que je peux voir et tout bien sûr. sur, ou même des personnes que j'accompagne qui disent qu'ils ont ce trouble, etc. Et je pense que c'est lié à tout ça, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, j'ai aussi envie de rassurer les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous dire, si vous prenez soin de ce que l'argent ne peut pas acheter, c'est-à-dire votre corps, c'est-à-dire votre capacité à réfléchir, votre capacité à tenir, à être concentré plus longtemps que la moyenne, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, à mon avis. Mm. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, TikTok, c'est un sujet intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok est un outil d'abrutisation des masses. Mm. C'est-à-dire qu'en Chine, TikTok est limité. Donc, je crois, est limité à 40 minutes par jour, 45 minutes par jour, tant que tu n'as pas un certain âge. Alors Oui, oui, tu es dans j'avais le vu ça. contrôle, etc., machin, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu exposé ou diffusé sur N'est pas le même. TikTok n'est pas le même. Il est instructif pour les Chinois et abrutisant pour les Occidentaux. Donc, en fait, et eux encore, tu vois, ils pensent long terme. Ils ne pensent pas à la prochaine législature politique, etc., dire ce qui plaît aux gens. Ce n'est pas les mêmes systèmes. Mais Xi Jinping, il est là, 2049, on contrôle le monde. Donc, on va abrutiser la population et les enfants de nos ennemis. Voilà, bref, Oui, on oui, rentre on dans a un sujet. compris. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est intéressant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Euh, mais toujours est-il que j'en étais où? Oui, j'en étais sur cette incapacité de rester concentré. Et donc, ça, c'est lié aux outils numériques et à tout ce que ça fait. Et donc, en fait, je veux dire, la littérature, elle est claire là-dessus. Les études sont claires là-dessus. Il y a une étude que je cite dans mon livre qui est intéressante où tu as une classe de 500, enfin, 500 étudiants se portent volontaires pour faire un test. Ils sont répartis en 3 groupes. Et en fait, ils doivent tous remplir le même examen. Ok. La seule chose qui change, c'est où se trouve le smartphone. Premier groupe, le smartphone se trouve en mode avion, hein, ou en mode silence, écran tourné contre la table de leur examen. Le deuxième groupe, le smartphone est dans le sac au pied de la table. Et le troisième groupe, le smartphone il est en dehors de la pièce. Et en fait, la conclusion, elle est simple, c'est plus ton smartphone est proche, plus tes performances mentales chutent. Pourquoi? Parce que le smartphone est un outil qui va comment on appelle ça? Tu sais, quand on dit ton prénom dans la rue, Ariel, Mm, t'es mm, là, ouais, information, il y a tout qui coupe. Et en fait, tu as un type d'attention qui est dirigé vers la source de cette information, parce que c'est une information qui est pertinente pour toi. Ton mm, smartphone, pas celui des autres, mais ton smartphone a ce même effet sur toi. Et donc, en fait, il n'y a même pas besoin de vibrer. Toi, tu dis, ah, il y a peut-être une notification. Et il y a une partie de ton jus de cerveau qui est sur le smartphone. Donc, en fait, ça, mm. c'est une simple étude. Je pourrais te donner la source, elle est intéressante.
pour montrer justement l'effet des outils numériques. Et donc, en fait, les gamins à qui on donne des outils numériques, tu fracasses leur futur. Hmm. C'est extrémiste comme manière de penser, mais moi, c'est ma manière de voir. Oui, Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec mon gamin? C'est simple. C'est pas d'écran. oui. Ça, c'est Et en fait, le... déjà maintenant, à notre âge, tu vois, avec ma conjointe, on regarde pas de séries quand le gamin Hmm, est dans la pièce. hmm, Tu vois, on évite les écrans, on évite de lui montrer les écrans, on évite de se faire des selfies avec lui parce qu'il y a l'écran, hmm. etc., etc. Donc, J'en parlais, je me permets de rebondir par rapport à ça parce que tu vois, je travaille avec mon fils, avec moi, et dans les inconvénients, j'ai mhm, mis un gros warning justement sur ce point. C'est que ben malheureusement, ben, des fois, je vais avoir un call ou autre et je peux pas le décaler. mhm, Et il est avec moi en écharpe et bam, il va un peu regarder ouais, l'écran, ouais, etc. Parce que ben, mon mari n'est pas là, tu vois, et que je suis seule mhm, avec lui. Et je disais que moi, c'était le gros truc en fait qui m'a déplu dans cette première partie mhm, mhm, et qui me pousserait à avoir quand même un mode de garde parce que ben mon contexte il est différent du tien, tu vois. ouais, Et parce que je suis complètement d'accord, tu vois. C'était la petite parenthèse et tout pour ceux qui ouais, ont écouté ouais, cet ouais. épisode de podcast. C'est... Voilà, mais après, la problématique sera quand il ira à l'école et Mm, qu'il verra ses potes avec le smartphone, parce qu'évidemment, il va fréquenter des classes où leurs parents sont complètement à l'arrache et ils n'y connaissent mm, que dalle, mm, alors que les enfants des riches côtoient des riches qui connaissent ça. Tu vois, les enfants de cette classe, Steve Jobs, etc., qui peuvent mettre leur enfant dans des classes sans écran. mm. Euh, donc voilà quoi. Ah là 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 là, Mais mais ça, ça va être intéressant. Ça va être mais intéressant. vraiment, quand je parle avec d'autres parents et tout, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On se pose plein de questions. L'intelligence artificielle, on se demande, mais est-ce que ça va pas faire une génération d'assistés? Enfin bref, moi, je t'avoue que limite, je pourrais en faire un autre épisode de podcast, tu vois, mais Ouais. c'est un vrai sujet. Mais J'ai c'est pas quand même quand... suffisamment creusé l'intelligence Ouais. artificielle pour pouvoir vraiment être pertinent sur ce sujet. Mm, Donc voilà, mais peut-être dans une année ou deux, quand j'aurai un peu creusé, je pense mm, que voilà, je serai, on aura aussi plus de recul. Mais d'une manière générale, il y a une phrase que je trouve fascinante qui vient du livre de Shallow, de Nicolas Carr. Il y a un sous-titre, mais de Shallow, qui parle justement des méfaits d'Internet, mais aussi de la technologie, où il explique, il donne une phrase, alors je l'ai peut-être un peu modifiée, mais je la trouve bien. Elle dit la technologie atrophie la partie de l'organisme qu'elle amplifie. ok, ouais, j'ai Voilà. capté. Et donc, en gros, le smartphone amplifie quoi? La mémoire. Mm, Et donc, en fait, le smartphone, le fait d'avoir des outils numériques, amplifie la mémoire, amplifie toute ta mémoire, ma mémoire, notre mémoire. Et donc, elle va atrophier celle-ci, vu que notre organisme n'a plus besoin de se souvenir de numéro de téléphone. D'ailleurs, pour les personnes mm. qui nous écoutent, qui ont vécu une partie de leur vie sans smartphone, normalement, les numéros de téléphone dont vous vous remémorez viennent de ce moment-là. Mm. Moi, c'est ça. Tu vois, je me souviens du numéro de téléphone que j'avais quand j'habitais chez mes parents quand j'étais gamin, mais pas celui de ma conjointe. Waouh, c'est vrai, je me suis rappelé de ça. Ok, Tu vois? ouais. Mais depuis, la mémoire, notre cerveau, tu vois, c'est la loi du moindre effort, quoi. On n'a pas besoin de nous d'alimenter ça. Bref, on peut en parler des heures. Ouais, bah, écoute, de toute façon, c'était la dernière question et je pense que vraiment, on a eu, enfin, je pense que tu es d'accord, on a eu des échanges très intéressants et C'était cool, ouais. pertinents Ouais, c'est clair. qui plairont aux personnes qui nous ont écoutés. Mais je vais te laisser là, on a pas mal abordé de sujets. Mais écoute, on était là pour parler d'infobésité, mais où on peut te suivre, Julien, où on peut te suivre en ligne, parce que même si, voilà, on contribue un peu à cette mise à disposition d'informations, mais on le répète, c'est à chacun d'entre nous de se responsabiliser C'est clair. dans la consommation. Donc, où on te retrouve et puis où on peut se procurer ton livre, justement, où tu abordes plus en profondeur, justement, ce Mhm. thème. Alors, on peut me retrouver sur organisologie.com. Je Je pense que c'est mettrai bien tout, que, ouais, ouais. voilà, mais organisologie.com. Et puis, le livre il s'appelle En finir avec l'infobésité. Il est disponible en France au format physique sur Amazon, Kindle, et puis format physique dans le monde entier en passant par mon site. D'accord. Donc Ok, voilà, En super. finir avec l'infobésité, voilà, vous trouverez quoi, c'est assez clair. Bah, je vous mettrai de toute façon tous les liens, toutes les ressources. Je vais faire un point sur tout ce que tu as mentionné. Et je t'enverrai un petit mail Bonne récap. chance. Voilà, tu vois. Non, mais vraiment, tu débitais les références. J'étais en mode, ah, il me donne du travail, mais ça va être Ouais. cool.
Mais Bon, je vous après, c'est pour les mettrai gens qui veulent creuser, quoi. Mais exactement. Et bah, je m'engage à mettre ça à votre disposition, ne vous top, inquiétez super. pas. Bah écoute, merci Julien Bah, c'était pour... super cool, Marielle. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont toujours là en train de nous écouter, hein. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs qui vous sont utiles Mais oui, et mais puis oui. qui vous permettront d'avancer, hein. Et si on avance, c'est exactement le credo. Ben, voilà, merci pour cet échange. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'ici. D'ici là, je te le souhaite à chaque fois de bien prendre soin de toi et puis je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!